Il est dans ce studio, Laurent Roland Tonekes. Il est également là, Oumar Adéanjou. Laurent Roland Tonekes, bonjour. Mori Agua, bonjour. Téléspectateurs, internautes, auditeurs, bonjour. Oumar Adéanjou, bonjour. Bonjour Mori, voilà, bonjour Laurent. Oumar, oui. Ça va venir. Voilà, bonjour à tous les téléspectateurs, auditeurs également Bonjour, Oumar, de Diaspora FM. Laurent, bonjour. D'accord. Et la fatigue d'hier? Ouais, ça va, on se remet. Laurent, on s'est croisé sur cette activité, la mission économique de la francophonie. Et donc, nous avons profité pour faire des entretiens, des interviews. Sur place, nous avons d'ailleurs vu Lionel Zinsou, à qui nous avons demandé les enjeux et les perspectives après 50 ans de la CEDEAO. Nous y reviendrons certainement. Pour le moment, nous allons aborder donc le premier sujet de ce débat qui concerne donc cette information capitale, l'occupation des marchés urbains à Cotonou. Je sais que vous en avez parlé longuement, Laurent. On s'est demandé combien coûtera donc ces places aux femmes de nos marchés rénovés et tout ça. Et là, on nous parle de 600 francs CFA par jour dès juillet prochain. Est-ce que vous avez appris la nouvelle? Oui, j'ai été informé. J'estime que c'est un grand coup du social de la part du gouvernement. Ah oui? Il faut l'apprécier parce qu'en fait, quand on regarde la beauté, l'investissement fait au niveau de ces marchés, on crée beaucoup plus pour nos femmes, nos mamans dans ces marchés. Et on se disait véritablement, est-ce que ce serait à la portée de nos femmes? Et quand je regarde un peu ce qui est prévu, là, 600 francs par jour, et si les activités allaient bon train, je crois qu'aucune femme de ces marchés qui est bien installée n'aurait de gêne à payer, difficulté à payer les 600 francs. Et quand je fais un calcul rapide, si c'est 600 francs par jour, quand même, si 30 jours, ça fait quand même 18 000. Et donc, du coup, je crois que véritablement, c'est à saluer. Pour moi, c'est vrai que la morosité économique ayant son, en tout cas, étant là aujourd'hui, oui, les femmes diront oui, on aurait dû nous amener ça à 400 francs. Mais connaissant un peu le gouvernement, et comment est-ce que le gouvernement met tellement de la valeur sur les choses, c'est pas moi qui le dis, le constat est là, le gouvernement actuel, il met de la valeur sur les choses parce que oui, c'est pour ça qu'on a mis les moyens pour faire des marchés modernes dignes du nom. Et donc, avec l'investissement, puisque en fait, tout ça là, c'est des prêts qui ont été contractés, il faut payer dans le temps. Et donc, on craignait beaucoup plus pour ces femmes-là. Moi qui connais un peu ce milieu-là, les femmes de marché qui est côtoyé beaucoup de femmes de marché, notamment même leurs responsables à un moment donné, je crois que je connais un peu la réalité des femmes dans les marchés. Et donc, si on voit déjà ce que les femmes payaient dans les autres marchés aujourd'hui, à comparer à ce qu'elles doivent payer dans ce marché moderne, c'est à saluer. C'est vrai que les femmes, si les femmes demandent qu'on diminue, si c'est possible encore que le gouvernement diminue, parce qu'en fait, oui, vous allez voir qui sont dans ces marchés devant leur étal du matin jusqu'au soir et qui ne vendent pas pour autant grand-chose, parce qu'aujourd'hui, le problème véritable aussi, c'est que vous allez constater, quand je prends l'exemple de Paou simple, Paou, aujourd'hui, le marché est construit. Beaucoup de personnes craignant que le coût soit relativement élevé ont déserté le marché. Vous allez les voir dans les rues, aux abords de certaines rues. Quand vous allez à Kwaou, le marché est de l'autre côté, mais du côté opposé, les rues qui sont là sont occupées par certaines femmes qui installent là les marchandises. Et donc, du coup, ça crée un problème pour celles qui sont dans le marché, à proprement parler. Oui. Et c'est pareil pour les autres marchés modernes de Cotonou. Il y a des gens qui ont trouvé l'ingénieuse idée d'aller peut-être se mettre devant des maisons pour vendre non loin des marchés. Quand vous voyez le marché de Ménotin également, le marché est là, mais vous allez un peu devant, vous allez voir des femmes vendre du poisson frais, des condiments un peu partout, à quelques encablures du carrefour qui mène vers celles qui n'ont pas eu de place dans le marché. Pas évident. Ou celles qui usent de stratégie. Pas évident forcément, parce que à quelques encablures du carrefour qui mène vers le collège Martin Luther King, vous allez voir des femmes au bord de la voie les soirs. À partir de 18 h, vous passez par là, vous les voyez aux abords de la voie en train de vendre. C'est vrai que là-bas, c'est vrai aussi, et c'est ça le véritable problème. Ils ferment à 20 h ou 21 h. À 21 h. Et c'est ça aussi le problème qu'il faut régler. Parce que, oui, au marché, un marché s'anime jusqu'à une certaine... On nous a dit que c'est un marché moderne et que par conséquent, compte tenu de la sécurité, c'est une question de sécurité et qu'il faut vite fermer. Mais je vous souviens que c'était 19 h et que nous avons déploré, oui, à 20 h, 30 h, la chose ici et à quelques semaines après. Oui, je crois que 2 jours ou 3 jours après, dans la même semaine, ils ont revu. Mais j'estime qu'aujourd'hui, les femmes qui vendent du poisson frais, par exemple, vous allez dans certains marchés que je connais, Tokpa Zongo, Zogbo et autres, là, les femmes sont là jusqu'à 23 h 00.
vous allez là pouvoir trouver du poisson frais. Et amener à la maison et faire la nuit, là ou bien vous mettez ça là, conserver le lendemain vous faites. Donc, il y a des gens qui n'ont peut-être pas le temps dans la journée et que c'est le soir du retour du boulot qui doit partir là-bas. Et donc, si les femmes restent au marché du matin jusqu'au soir et ne il y a vendent pas... des papas aussi qui ont envie de manger du poisson frais. L'envie leur trouve à 23h. Donc, maman peut aller... Les envies de femmes enceintes. Voilà, les envies de femmes enceintes. Qui peuvent surgir avec des heures. Bien dit, donc, voilà. Donc, moi, je crois que véritablement, le problème est à ce niveau. C'est-à-dire qu'on fixe un prix relativement bon, c'est bien. Et les femmes, les marchés vont fermer à 21h. Les femmes qui sont dans les marchés du matin jusqu'à 21h, pour la plupart, n'ont pas eu la chance de vendre. Et quand on ferme le marché, ces femmes qui sont aux alentours du marché moderne ont la possibilité de vendre dernier aux clients qui viennent la nuit. C'est vrai. Donc, il faut trouver le moyen de réorganiser ça pour faire en sorte que celles qui sont dans le marché, qu'on leur donne la possibilité d'aller au-delà de 22h, 23h, pour espérer gagner. Parce que la plupart du temps, les moments de marché, excusez beaucoup, c'est des noctambules. C'est des femmes qui pleurent, des femmes qui rentrent à la maison à 18h, c'est pas les fonctionnaires. Je voudrais apporter de l'eau à votre moulin, ou du moins, si l'on ne trouve pas cette formule-là, que les veilles des fêtes, je ne dis pas forcément les fêtes de fin d'année, les Pâques, Pentecôte, les veilles, la veille de chaque fête, qu'on laisse les femmes rester dans le marché au moins jusqu'à 23h, parce qu'on voit quand même qu'il y a d'affluence quand il y a des fêtes. Puis encore, si c'est les fêtes de fin d'année, c'est explosif. Je suis d'accord avec vous, les veilles de fêtes, et même certaines fêtes d'ailleurs. Si par exemple les musulmans fêtent la tabaski, les femmes qui ne sont pas musulmanes peuvent aller au marché pour vendre. Parce que les femmes musulmanes peuvent venir faire le ravitaillement, l'approvisionnement le jour-là. Donc c'est pareil pour les femmes musulmanes. Si l'autre femme fête sa Pâque, la femme musulmane peut être au marché pour vendre le jour-là. Donc je crois qu'il y a la formule, il faut trouver vraiment la formule. Je reviens sur ça parce que j'estime que le coût, c'est bon relativement moindre, et ça va aider les femmes. Les femmes, vous savez, nos mamans ne sont jamais satisfaites. Elles vont peut-être plaider aussi qu'on ramène à 400 ou à 300. Ça dépend. Ça dépendra. C'est pas évident. Non, je dis, ça dépendra du père de famille, parce que le père de famille a tendance à mieux écouter les mamans parfois. Donc, il se peut que le chef de famille, aujourd'hui, écoute les mamans pour leur accorder cette grâce-là. Mais dans l'organisation des horaires d'ouverture de fermeture, j'estime qu'il y a encore un effort considérable à faire. Et alors, maintenant, travailler à assainir les alentours de ces marchés-là pour empêcher ces femmes-là qui ne payent pas de taxes, ne payent rien. C'est vrai que les gens ne sont pas d'accord avec moi, mais au fond, si le marché est construit et que les gens sont dans le marché, c'est permettre aux gens du marché de vendre plutôt que de permettre d'empêcher que ces femmes vendent et que ceux qui ne sont pas dans le marché profitent sérieusement de ce qui se passe. Parce que vous vendiez dans le marché ou pas, vous payez. Que vous vendiez ou pas, vous devez payer. Tout à fait. Merci à vous, Laurent. Je me retourne vers vous, Oumar Aléandou. J'avais une préoccupation, mais bon, non, je voulais dire qu'il faut que la ministre du Commerce s'occupe de notre consultation, puisque c'est une consultation qu'on est en train de faire sur ce plateau. On va y aller avec vous. Non, parce que notre expertise, nous la devons, je vais même dire que nous la devons au peuple en réalité, parce que le peuple a besoin d'être éclairé. Nous avons choisi ce sacerdoce-là, c'est un choix. On ne nous a pas emprisonnés, on ne nous a pas embastillés pour dire allez-y, faites éclairer les gens. Non, c'est un choix. Non, moi je pense que, bon, maintenant si la ministre veut et qu'elle nous appelle, un petit déjeuner. Oui, mais pourquoi pas? Oui, un journaliste qui déjeune avec une ministre, c'est pour discuter, c'est pour parler de la République, c'est pour échanger. Peut-être d'autres idées. Voilà, on ne peut pas tout dévoiler ici. Ce n'est pas peut-être. Nous avons également des idées qu'on peut aussi mettre sur la table, qui peuvent compter également. Maintenant, par rapport à, comment on appelle, par rapport à 600 francs par jour, moi je vais dire que ça, c'est du hautement social. Vu le standing de ces marchés-là, c'est du hautement social. 18 000 par mois, non, soyons raisonnables. C'est plutôt donné. D'accord. Voilà. Et maintenant, c'est un endroit où... Pour les femmes qui nous suivent, pour leur montrer qu'on sait ce qu'elles vivent, il y a des femmes parfois qui par jour ne vendent pas 1000 francs. Mais ça ne se passe pas comme ça tous les jours. Comme arriver. Laurent a parlé de morosité économique, j'en reviens, pour dire que pour les femmes du marché des marchés qui vont nous suivre, qu'on connaît leurs problèmes. Il y a des jours où elles ne vendent pas 1000 francs. Il y a des femmes qui viennent au marché et ne vendent pas pour 1000 francs. Donc, en ce moment-là, voilà. Mais ce n'est pas tous les jours. Non, je suis complètement... C'est une exception. Je suis complètement d'accord avec vous. Je suis avec vous quand vous parlez de peut-être qu'il va falloir voir à un certain niveau également. La petite vendeuse d'orange,
c'est sûr qu'elle peut être dans le cas dont vous parlez. C'est possible. Vous allez prendre l'étal pour vendre ce marché-là. Pas forcément l'étal, mais si elle a accès au marché, c'est sûr qu'on va lui demander de payer quelque chose par jour. Les vendeuses de fruits, tous les fruits, peuvent avoir des stands. Mais si vous voulez aller vendre... Il n'y a pas de la vente ambulante dans les marchés, certainement. Non, voilà. il n'y en a pas. S'il n'y a pas de vente ambulante, ça, je pense que c'est déjà réglé. Il n'y a pas de problème à ce niveau. Maintenant, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que c'est un lieu également où on va faire des activités, des activités, on va dire, génératrices de revenus, où on gagne de l'argent. Il est bon qu'on puisse entretenir également ce lieu-là. Garder le standing, garder la propriété, garder l'hygiène. Alors, qui s'occupe de ça? Qui va s'occuper de ces petits sous-là qu'on va donc encaisser chez les dames? C'est la société. Voilà, c'est ça, moi, mon réel souci. Il faut continuer à garder ces marchés-là propres pour que l'image qu'on veut donner du Bénin, pour que l'idée derrière, c'est-à-dire la modernisation du pays, soit toujours bien préservée. Bien. Parce qu'on sait comment est-ce que les gens se comportent chez nous. Voilà. Dès qu'on prend les sous, ça sera peut-être dédié à autre chose. Alors qu'il faut entretenir ce marché-là. Il y a des endroits qu'il faut maintenir, on va dire, qui doivent rester solides. Voilà. Oui, c'est comme un bâtiment qu'on a conçu. On ne finit pas de construire le bâtiment et quitter. Non, il faut tout l'entretien du bâtiment. C'est un coût également. Et je pense que cet argent aussi doit pouvoir servir à ça. Ça, c'est un premier problème. Maintenant, par rapport aux horaires, puisque vous l'avez évoqué, moi je ne suis pas complètement d'accord avec vous. Ah oui? Oui, je ne suis pas complètement d'accord avec vous. C'est vrai que pour l'éveil des marchés, l'éveil des fêtes par exemple, je peux admettre qu'on laisse jusqu'à une certaine heure, peut-être même 23 heures ou bien maxi minuit. Je suis complètement d'accord. Parce que moi j'estime que même la vendeuse, elle a quelque chose à faire à la maison la nuit. Elle va rester au dehors après 23 heures. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle n'a pas des enfants. Elle n'a pas. Laurent l'a rappelé. Oui, elles sont noctambules, tout ce que vous voulez. Mais moi, je dis qu'il y a des habitudes qui ne sont pas de très bonnes habitudes. Vous avez évoqué le fait que quelqu'un a envie de manger du poisson à 23 heures. Qu'est-ce que ça change dans sa vie que de manger, enfin, dans la vie d'un individu, de manger du poisson à 23 heures? Oui, je sais, je sais. Voilà. Moi, j'appelle ça des caprices. Si quelqu'un exige que non, c'est la nuit. Oui, c'est la nuit, coûte que coûte, que moi je dois aller acheter au marché. Non, à un moment, il faut qu'on installe non seulement la sécurité, c'est important, parce que la nuit, tout est sombre, comme on dit en français de la rue, tous les chats sont gris. C'est l'occasion pour tous les hors-la-loi de commencer à vouloir faire n'importe quoi. Et si vous laissez ces dames-là, vous les exposez également. Ça, c'est un premier pan. L'autre chose également, je l'ai dit tantôt, mais la nuit, c'est réservé aussi pour autre chose. Il faut aller se reposer. Il faut entretenir le marché. Il y a des gens qui vont venir balayer. À quelle heure ils viennent? Ce n'est pas au moment où les dames sont en train de vendre, où il y a de l'affluence qu'on va balayer. Il faut un certain moment qu'on balaye, il faut un certain moment qu'on nettoie, qu'on lave, qu'on mette les choses au propre et qu'on constate qu'à tel ou tel endroit, il y a des soucis. Moi, je ne suis pas pour qu'un marché reste ouvert. Même dans l'ancien temps chez nous, dans nos cultures, un marché, à un moment, ça se vide. Oui, mais il y avait des marchés de nuit. Oui, mais il y avait des marchés. Moi, je le suis. Oui, il y avait peut-être des marchés de nuit. Même ces marchés de nuit-là, ça se tenait jusqu'à une certaine heure. Et si on veut des marchés de nuit, qu'on dise aussi, oui, on veut des marchés de nuit. D'accord. Et que le gouvernement s'organise pour peut-être organiser des marchés de nuit. Parce que la sécurité du peuple, c'est le gouvernement qui en a la charge. Si jamais il arrive quelque chose aux gens la nuit dans ces endroits-là, on sera les premiers à venir dire, mais c'est ça aussi un pays. Oui, on a laissé les gens là-bas. Voilà. Donc moi, je pense qu'un marché, ça se ferme. Même vous allez au Nigeria, ils ont commencé les marchés modernes, ça fait un bon moment. D'accord. Et là-bas aussi, c'est réglé. Même chez eux, je crois même qu'il y a des portes d'entrée, il y a des portes de sortie. Voilà. Je ne dis pas forcément... Il y a des marchés au Bénin qui avaient des portes d'entrée. Parce que il y avait des portes d'entrée. Donc, je ne dis pas forcément qu'on doit copier tout ce que les autres font. On a nos réalités, on a nos cultures. On peut s'adapter. On veut des marchés de nuit, organisons des marchés de nuit. Donc, vous demandez aux Béninois de contrôler... à certains Béninois de contrôler leur caprice gustatif. Oui, il y a tout gustatif. Faut pas envoyer... Je pense que le marché affaire de nuit, là, ce n'est pas quelque chose qu'on copie chez quelqu'un. C'est des choses qui existaient chez nous. Non, je ne dis pas. Je n'ai pas dit qu'on a copié. Vous n'avez chuté par là. Je dis non. Quand j'ai pris l'exemple du Nigeria, je n'ai pas dit qu'il faut copier tout chez eux. Voilà. Je comprends le lien. Maintenant, par rapport au marché de nuit, oui, mais quand on organise là aussi, c'est possible qu'on puisse faire des marchés de nuit. Voilà.
Mais ces marchés-là ne sont pas faits pour être animés la nuit, non. À un moment, il faut arrêter et prendre soin également des... Laurent veut réagir rapidement avant qu'on ne passe à un autre sujet. Je crois que véritablement, il faut peut-être aller questionner le commun des Béninois et nos habitudes. C'est vrai que oui, on peut mettre fin... Je ne sais pas si c'est parce que c'est une entreprise nigériane qui a construit les marchés que l'habitude du Nigeria, dont parle Oumar Deandjou, a été transposée dans ces marchés. Non, je n'ai jamais dit ça. Non, je n'ai pas dit ça. Je fais un lien. Parce que l'entreprise qui a gagné ce marché, qui a réalisé ce marché, est une entreprise nigériane. D'accord. Et donc, est-ce que c'est parce que c'est une entreprise nigériane que les gens sont venus dire en réalité chez eux, on ferme le marché à 20h ou 21h et que peut-être nos autorités ont pris peut-être l'exemple là-dessus. Non, j'estime que véritablement, le marché, on peut fermer, comme on le dit. Mais j'ai dit, et j'insiste là-dessus, il faut revoir un peu, étendre un peu. Quand vous parlez de l'entretien, d'abord, je reviens sur les aspects de sécurité d'entretien dont vous avez parlé. La NAGEM a été créée pour faire remplacer la SOGEMA et fonctionne pour gérer tout ce qui concerne ces marchés. Il y a la sécurité, l'entretien, tout est bien organisé. Il y a des agents de sécurité qui sont là au quotidien. Mais j'estime véritablement que au niveau de l'horaire des fermetures, on peut étendre franchement jusqu'à 22h, 23h. Pourquoi? Parce que écoutez, vous voyez les agents de la SGDSGN qui, nuitamment, balayent nos rues. D'accord? Ça veut dire que même si on ferme le marché à 23h, de 23h à 4h du matin, ils peuvent balayer, ils peuvent nettoyer le marché. C'est possible. Alors, si on dit que la nuit est faite pour autre chose, alors ceux qui ont de garde de la nuit, qui vont travailler la nuit, là, ça veut dire qu'eux n'ont pas le droit de faire ce qu'on fait la nuit. Je pense que véritablement, il y a la possibilité d'étendre l'horaire d'ouverture. Je ne dis pas qu'il faut fermer le marché à 2h du matin, 3h du matin. Mais étant jusqu'à 23h, et j'ai donné l'exemple de celles qui vendent aux abords des marchés. Aujourd'hui, quand le marché est fermé à 21h, il y a des femmes qui profitent de l'affluence des derniers clients pour vendre. Faites, j'ai donné un seul exemple. Et je ne voulais même pas donner 2, 3 exemples. Le seul exemple que je peux donner déjà d'abord là, c'est Ménotin. Vous quittez là, si vous voulez, le soir à 21h, passez devant le marché. Le marché de Ménotin, le marché moderne est fermé. Mais vous pouvez vous ravitailler en tout ce que vous voulez. Alors, il y a un problème. Si tant est que des femmes sont aux abords des voies et non pas, là, ne paieront pas peut-être de taxes ou bien de frais de place à l'État, et que celles-là viennent profiter des clients, vendre tout ça là, autant mieux étendre maintenant l'ouverture, la fermeture vers 23h, ça permettra à ces femmes qui sont dans le marché, qui peut-être dans la journée n'ont pas vendu piment pour 100 francs, de vendre alors. Et ça permettra de lutter alors contre celles qui sont autour du marché, les contraindre maintenant à aller prendre des places dans le marché. Parce que je ne suis pas sûr que... Parce que quand on a construit le marché, beaucoup de femmes ont peur d'aller dans le marché estimant que le coût sera élevé. Et que par conséquent, il vaut mieux ne pas se jeter dedans pour aller dans le marché. Peut-être que si vous allez chercher à voir maintenant, il y a certainement des places encore disponibles dans le marché. Quand on va étendre comme ça, c'est contraindre ces femmes-là maintenant à aller dans le marché et après on peut faire une répression pour leur dire non. On a construit le marché pour empêcher que les gens vendent aux abords des voies parce que les activités économiques doivent s'opérer maintenant dans les marchés. Je pense qu'on dit exactement la même chose. Laurent et Oumar, j'ai reçu un avis contradictoire que je voudrais partager avec vous pour que vous réagissez rapidement avant que je ne passe à un autre sujet. Et puis, je ne voudrais pas nommer la personne. La personne dit que c'est du hautement social, dirait l'autre, point de suspension. Même les vendeuses du crin-crin qui n'ont que 20 000 francs de fonds de commerce vont payer 600 francs par jour. Point de suspension. Voilà, point de suspension. Difficilement, la SOGEMA arrivait à encaisser 100 francs par jour chez les vendeuses des différents marchés de Cotonou et 3 000 francs. Et de 3 000 francs, elles vont payer du jour au lendemain 18 000 francs. Qu'est-ce que je crois que j'ai insisté là-dessus pour dire que oui, avec le standing du marché, l'investissement qui est fait, on craignait que le coût soit élevé. Et que, par conséquent, si on met 600 francs, c'est déjà un coût social, un grand coût social. Sauf que les femmes peuvent plaider la diminution encore de ce coût. Ça, c'est le premier aspect que j'ai abordé. Deuxième chose, quand Kouma parlait, il avait évoqué la question de vendeuses d'oranges. Écoutez, vous n'allez pas prendre l'étal dans ce marché-là, ils vendent seulement crin-crin quand même. Mais elle passe de 3 000 quand même à non, 18 000. Oui, mais écoutez, c'est ce que je dis là. Avec le standing du nouveau marché. Oui, c'est ce que je vous dis. C'est dit, si vous allez dans ce marché, vous prenez l'étal pour vendre, que vous allez vendre uniquement crin-crin, vous-même là, vous allez créer des ennuis. Parce que tout à l'heure, quand il y a donné l'exemple de vendeuses d'oranges, j'ai dit non. Celles qui vendent tous les produits, tous les fruits,
c'est raisonnable. Mais une dame va s'asseoir pour vendre orange 200 francs, 100 francs. Ou Crancrin ou Gombo. Moi, je crois que véritablement, le problème se pose à ce niveau. Il vaut mieux réorganiser. Si vous voulez vendre dans ce marché, vous devez avoir au moins 2, 3, 4 activités. Okay, diversifier un peu ce que vous vendez. Et ça vous permet quand même de supporter le choc. Oui, mais sur les 600 francs, j'ai quand même dit que oui, il faut que le gouvernement essaie de voir si c'est possible. Les femmes vont certainement interpeller, demander au gouvernement de revoir le montant à la baisse. Et j'ai insisté, malheureusement, c'est un prêt qui a été consenti pour... en tout cas, pour qu'on fasse ces marchés, il faut payer et à un moment donné, l'État peut ne pas comprendre ce qu'on dit et dit non, évidemment. Donc, je crois que, oui, dans une certaine mesure, il a raison d'évoquer la question de la vendeuse de Crancrin. Mais si vous allez dans ce marché pour vendre uniquement Crancrin, il vaut mieux carrément aller à Glodjigbe pour vendre votre Crancrin. Il vaut mieux aller... Oui, le marché de Glodjigbe qui n'est pas encore moderne, vendre votre Crancrin là-bas. Allez au marché d'Alada, donc ça pour vendre votre Crancrin. Mais si vous avez Dakar Sato, par exemple, là, au niveau, le nouveau marché d'ailleurs même, qui ne certainement... Et c'est vrai que la Sogema faisait un travail considérable. Et c'est pourquoi je ne comprends pas pourquoi on a fermé la Sogema pour créer la NAGEM. Et puis après, d'ailleurs même, à ce niveau, beaucoup d'employés de la Sogema se sont retrouvés forcément sur le carreau, contraints à la retraite d'office. Donc il y a cette situation, moi j'estime que oui, il y a possibilité de réfléchir, mais on est dedans, on fait quoi? Oui, par rapport à la personne qui vous a envoyé le message, je pense qu'elle a complètement raison. Mais moi, je pense qu'il faut mettre également dans la balance la capacité d'adaptation également de nos femmes. Même dans les marchés où il y a des grandes... Enfin, oui, ce n'est pas encore des marchés très modernes. On voit des dames s'associer où la vendeuse d'orange est à côté de la vendeuse de crin-crin, à côté de la vendeuse de piment, devant le même étal. Et elles s'arrangent pour rester ensemble. Et elles s'associent quelquefois même pour payer même le parasol qu'elles mettent pour... Donc, voilà. Peut-être que le gars du parasol demande peut-être 250 francs par jour, mais elle s'associe 50 francs, 200, et tout le monde, voilà. Moi, je pense qu'il y a cette possibilité-là encore. Parce que ce marché-là, regardez vous-même le standing, soyons sérieux. Enfin, comment on va investir autant d'argent et dire aux gens, allez vendre, allez, comment on appelle, générer du revenu là-bas, sans payer quoi que ce soit. C'est inimagiable. Moi, je pense que c'est normal qu'on puisse prendre quelque chose chez les dames. Maintenant, aux dames de s'adapter, de s'organiser pour savoir comment est-ce qu'elles vont utiliser. Je ne pense pas que ce soit les autorités qui vont venir dire « Ok, organisez-vous, faites ci ». Non, ça, ce n'est pas encore le boulot des autorités. C'est aux dames également de savoir comment est-ce qu'elles gèrent. Avant, dans les marchés, elles étaient organisées également. On savait où les vendeuses de piments restaient, on savait où les vendeuses de fruits restaient. Donc, il y a toutes ces possibilités-là qui sont encore là. Maintenant, celles qui ont de gros chiffres d'affaires et qui veulent prendre toute une place pour elles seules aussi, elles en ont également la capacité, comme dans les anciens marchés également. Donc moi, je pense que enfin, il faut relativiser à chaque fois les choses et essayer de prendre les choses du bon bout, voir comment est-ce qu'on peut évoluer en modernisant les choses. Moi, je pense que c'est très important. Par rapport aux horaires, je pense qu'on dit exactement la même chose. Organisons-nous, trouvons les bons horaires, mais moi, je pense qu'une activité, qu'elle soit économique ou pas, une activité a un début et une fin dans la journée. C'est essentiel. Il faut qu'on sache les horaires, il faut qu'on puisse être organisé et savoir ce qu'on fait dans le pays. Voilà, moi, mon avis. Moi, je crois que quand on m'a parlé d'adapter, que les femmes doivent s'adapter, je crois qu'il ne s'agira pas seulement de demander aux femmes de s'adapter. Elles ont la possibilité de s'organiser, de demander au gouvernement de revoir le tarif. C'est encore possible. Oui. Donc, moi, je pense qu'au-delà de ce que nous disons, en plaidant pour les horaires, en estimant que oui, c'est possible encore de diminuer, c'est à elles de s'organiser et d'interpeller les gouvernants pour leur dire oui, ce que vous avez dit, le montant que vous avez fixé, on ne s'attendait peut-être pas exactement ça, on pensait, puisqu'on a entendu dire des chiffres circuler, 30 000 francs, 25 000 francs par mois, et puis après 600 francs, ça va être 18 000 aujourd'hui. Donc c'est à elles de s'organiser davantage aussi également pour forcer la main aux autorités. Ça aussi c'est possible. Oui, pour dire oui, revoyez-nous ça, peut-être ramener ça à 10 000. Bon, maintenant nous sommes quand même dans une période où elles peuvent obtenir la grâce des gouvernants. Voilà, et ça me rappelle une idée qui avait été mal exprimée, par exemple, enfin, moi j'estime que ça a été peut-être mal exprimé, les mots n'étaient pas très justes, par un de nos responsables, où on dit diriger aussi, c'est exclu. Moi je dis que diriger, c'est pouvoir ne pas satisfaire tout le monde au même moment. C'est important, on ne peut pas satisfaire tout le monde au même moment. Il faut qu'on prenne des décisions, il faut qu'on avance, il faut qu'on fasse des réformes, il faut qu'on change les choses, il faut qu'on change nos habitudes. Il faut qu'on change nos manières de faire. Et tout le monde ne sera pas satisfait au même moment. Vous êtes responsable aujourd'hui, ici à Eden TV. Si vous décidez de quelque chose, soyez sûr qu'il y aura forcément quelqu'un qui va vous dire « Moi, je ne suis pas complètement d'accord avec ce que tu as dit là. Bon, il y a cet aspect-là, moi... » Mais au même moment, il y aura d'autres qui vont dire « Oui, c'est plutôt bien. » On pense, voilà. Et donc, c'est comme ça.
Il faut changer les choses, essayer de s'adapter, de se réorganiser. Je pense que c'est essentiel aussi. Très bien. On va passer au deuxième sujet. Maintenant, on va parler donc de cette 6e édition de la mission économique de la francophonie, la dynamique d'une économie diversifiée en cours. C'est bien ce que titre ce matin. Je crois que c'est un quotidien, je vais y revenir. Le quotidien qui a titré, vous avez... le potentiel qui en a parlé. Le potentiel, Ouais, c'est le parce que potentiel. beaucoup de journaux en ont parlé en tout cas. Oui, ben, ce titre spécifiquement, Le progrès. 6e édition de la mission économique de la francophonie, la dynamique d'une économie diversifiée en cours. Il faut remarquer que depuis quelque temps au Bénin, il y a plusieurs de ces conférences qui s'organisent et qui réunissent quand même des opérateurs économiques de tous bords à Cotonou et qui ces conférences font que voilà, nos salles de conférences et autres sont bien animées. Cotonou est animé, mais également l'on parle des potentialités économiques, agro-industrielles et autres. Et cette conférence, il faut le dire, concerne 3 secteurs, le secteur agroalimentaire et l'industrie, mais également l'industrie culturelle et créative. On parle comment dire, de tourisme et autres, tout à fait, mais aussi de l'économie numérique. Et cette conférence va prendre fin demain. Je vais commencer par Oumar, qui était à l'ouverture de la dite conférence. Oumar Adéandjou, qu'est-ce que cette conférence apporte, donc cette mission économique de la francophonie apporte au Bénin, cette organisation qui se déroule en ce moment du 17 au 19 juin et qui voit donc les opérateurs économiques discuter B2B, plusieurs personnes de différents domaines. Qu'est-ce que ça apporte au Bénin? Oui, ça apporte beaucoup de choses. Je vais démarrer d'abord par le plus évident. Quand vous rentrez aujourd'hui au Sofitel, moi personnellement, je crois que j'ai vu un tel niveau de luxe dans ma vie, c'est à l'étranger. C'est beau, c'est majestique, c'est merveilleux, c'est incroyable. J'étais, mais enfin, je me disais, mais est-ce que nous sommes vraiment au Bénin? C'est mon petit Bénin là, c'était beau, vraiment. Le Sofitel, c'est exceptionnel, c'est très beau. Bravo aux autorités, ne serait-ce que pour ça. Parce que c'est l'image du Bénin. Il y a beaucoup d'étrangers qui viennent, des chefs d'entreprise qui viennent. Et je vous assure, peut-être qu'ils reviendront rien que pour la beauté du pays. Et ça va générer des dividendes également pour le pays, pour le tourisme. Voilà, ça c'est le premier aspect. Maintenant, quel que soit ce qu'on dira, le français, ça reste la langue du colonisateur, ça reste une langue étrangère. Mais quand on veut être très honnête également, le français fait partie également de notre culture aujourd'hui. Ça fait partie de ce que nous sommes aussi aujourd'hui. On pense en français, on étudie en français, on lit en français, on se projette dans la vie, tout ce qu'on veut faire, on veut planifier, on veut faire. C'est en français que nous réfléchissons au Bénin. Et donc, dans beaucoup de pays francophones. Et dès qu'il s'agit maintenant de sortir et d'aller faire des affaires à l'extérieur, on a l'impression que c'est l'anglais qui prime. Alors que tout le temps, on a étudié en français, on a fait tout en français, on a réfléchi en français, on a mis nos stratégies en place en français. Et évidemment, c'est une nouvelle contrainte. Il est bon donc qu'on puisse mettre également ensemble déjà comment on appelle, des entrepreneurs qui sont des francophones pour discuter entre eux, pour échanger entre eux et leur permettre donc de faire évoluer leurs affaires. Maintenant, au-delà de ça, c'est également très important pour nos pays qu'on puisse permettre donc cette relation entre les entrepreneurs. Parce qu'il y a certains qui sont dans des pays très développés, dans des pays francophones développés, qui seront là aujourd'hui, qui vont échanger avec nos petits entrepreneurs, enfin petits entre griffes, nos PME, échanger avec eux, leur apporter leur expertise, leurs expériences, et comme ça, ils pourront, pourquoi pas même, nouer des partenariats qui vont faire grandir également nos entreprises. C'est une très bonne chose. C'est quelque chose de merveilleux que l'OIF fait, l'Organisation internationale de la francophonie. Moi, j'ai vu également un discours de notre, comment on appelle,
concitoyen Zinsou. Oui. L'ancien premier ministre que vous avez eu l'occasion d'interviewer. Mais écoutez, sa conférence inaugurale a été magnifique. Magnifique. Il a dit des choses mais, qui vous laissent mais, quelquefois même bouche bée. Et on sent que les enjeux dans nos pays restent encore mais, des enjeux énormes qu'il faut pouvoir donc, relever. Relever des enjeux sur le plan de la diversification, par exemple, des économies africaines, des sources de production, des sources d'activités économiques génératrices de revenus. Il faut les diversifier. Diversifier également les partenariats. Quand il en parlait, mais on sent que c'est une expertise. Et quand il revient également sur les enjeux, les défis qui sont les nôtres également, sur le plan sociétal, mais je me souviens juste d'une phrase. Il dit, les défis sur le plan, par exemple, sociétal sont énormes. Ça reste peut-être des avantages, la jeunesse de comment on appelle la population africaine, mais le décalage, le gap qu'il y a entre les sociétés urbaines et les sociétés, on va dire plutôt rurales, mais ce gap-là est énorme. Il a pris un seul exemple, l'exemple de la fertilité des femmes. Enfin, la moyenne d'enfants que fait une femme dans une grande ville, qui est de 2,5% au Bénin, à Cotonou par exemple. Et quand vous allez complètement dans l'arrière-pays, à l'intérieur du pays, vous partez par exemple à Karimama, et cette moyenne-là va jusqu'à 7 enfants pour un même pays. Peut-être pour un même revenu pour les deux femmes. Vous voyez les difficultés? Donc il y a beaucoup de choses à changer également sur le plan des mentalités. Il a parlé de plein de choses, comment on appelle, des industries culturelles et créatives qui sont de grandes sources de revenus. Des choses qu'on ne fait pas, c'est-à-dire il n'y a pas de matière première à part la pensée humaine. Parce que chez nous, on pense que tout travail, il faut que ce soit d'abord comment on appelle, une matière première, aller dans le sous-sol, cultiver toutes ces choses-là. Il faut, non. Il dit que ce n'est pas ça essentiellement. Ce n'est pas ça seul. Il faut aussi, il y a des activités que c'est juste l'esprit humain qui est la matière première. Il n'y a pas de matière première à part l'esprit de l'humain. À part la pensée de l'humain, et il en a donné des exemples. Il a été merveilleux. Moi, je pense qu'il faut de telles conférences pour que nos entrepreneurs, parce que ça a été tout ce qu'on a chanté durant les dernières années, il faut aller à l'entrepreneuriat, il faut ci, il faut ça. Et moi, j'ai toujours dit, l'entrepreneuriat, c'est bien, mais tout le monde n'a pas la capacité. Et quand vous écoutez des sommités de ce genre, vous vous rendez compte, non seulement il faut en avoir la capacité, il faut même peut-être en avoir la formation. C'est essentiel. Sinon, on va patauger dans la médiocrité et penser qu'on fait des choses très belles. Alors qu'au même moment, les autres évoluent. Et il a parlé également de l'évolution du Bénin. Et ça, c'était... Enfin, même les étrangers, ils étaient surpris de voir comment le Bénin évolue. Notamment en matière de tourisme, qui est une activité créative. En matière, c'est-à-dire c'est l'esprit humain qui travaille. On n'a pas, voilà, en matière d'agroalimentaire, il y avait plusieurs secteurs. L'agroalimentaire, les industries culturelles et créatives, et il y avait également les industries du numérique. Donc, il faut de temps en temps de telles conférences. Et je pense qu'au Bénin, on a désormais le cadre pour, parce que c'est l'OIF qui invite toute la planète entière, c'est-à-dire les francophones du monde, à venir se retrouver où? À Cotonou. C'est une grande fierté et ça a été un grand moment d'échange, un grand moment d'éclairage également. Et moi, j'ai bien aimé. Alors, Laurent, quel regard portez-vous donc sur cette conférence et sur tout ce que vous avez entendu Oumar dire? Non, je crois que ce n'est pas ce que j'ai entendu Oumar dire. C'est une mission que je maîtrise très bien d'ailleurs, que j'ai suivie. D'ailleurs, même, je confirme que j'ai reçu la créditation de quelqu'un qui est hors du pays. Fort malheureusement, je n'ai pas voulu avoir l'accréditation parce que je serais occupé hier ce jour-là. D'ailleurs, hier, j'étais très occupé. Mais c'est une mission qui a été initiée en 2022. Il faut rappeler ça quand même. Hein, ça a été initié en 2022. Et c'est pour permettre à ce que, oui, les acteurs économiques, les opérateurs économiques, les partenaires de la francophonie puissent se réunir pour parler maintenant de développement économique. Parce que le plus souvent, on a tendance à penser que la francophonie, c'est en fait la promotion de la langue française uniquement. Mais je rappelle quand même que c'est un exemple que je cite souvent, le jeune de la francophonie, je suis plus jeune entrepreneur de la francophonie en 2000.
17 est un Béninois. Aujourd'hui, il prospère très bien à la DAR en faisant l'engrais bio. Il est d'ailleurs le premier à faire l'engrais bio de façon industrielle au Bénin, mais c'est à partir du soutien de l'OIF. Alors, ce que je veux rappeler dans cette affaire, c'est que aujourd'hui, les secteurs qui sont concernés, l'agroalimentaire, le tourisme, l'industrie, en tout cas l'économie numérique, c'est des secteurs porteurs d'avenir aujourd'hui. Au-delà de tout, nous avons toujours décrié le fait que dans nos pays, on ne transforme pas ce que nous produisons et que c'est les autres qui transforment et qui nous renvoient ça cher et malheureusement nous consommons. Et donc il faut, quand on voit de telles rencontres s'intéresser à cette thématique, je crois qu'on doit pouvoir se féliciter et souhaiter que les actes accompagnent la parole. Parce qu'au-delà de tout, tous ceux qui se réunissent là, quand même, après, il y a des puissances derrière, il y a les intérêts des uns et des autres, évidemment. Est-ce qu'aujourd'hui, après cette mission économique de l'OIF là, si le Bénin produit son jus d'ananas, est-ce que ça va facilement intégrer le marché français sans protocole, même si c'est un bon produit vérifié et confirmé par les techniciens français? Sur la question, je pense que oui, il y a un début de discours, de débat qu'on fait pour dire oui, on travaille pour que les partenaires, vous avez parlé de B2B justement, des entreprises, les entrepreneurs européens ou bien d'autres pays de la francophonie vont rencontrer les entrepreneurs béninois, s'entendre sur la possibilité. Et d'ailleurs, il faut quand même rappeler que c'est ce que le gouvernement béninois a commencé par faire. Qu'on le veuille ou non, il faut reconnaître que l'avènement de la GDIZ a révélé le Bénin du point de vue développement industriel et économique. Et les investisseurs à la quête d'espace de produits ou bien les entrepreneurs, les industriels à la quête d'espace de produits s'intéressent davantage au Bénin parce qu'ils y trouvent un écosystème favorable pour leur entreprise. Le Bénin étant déjà un pays pacifique, bien situé dans la sous-région, parce qu'on peut desservir le Niger, le Mali, le Burkina Faso, certains pays, le Togo, même le Ghana, le Nigeria à partir du Bénin, étant donné que c'est un pays pacifique, nous ne sommes pas pour autant ébranlés, même si c'est le terrorisme qui nous dérange ces derniers temps, par rapport au Nigeria ou Boko Haram qui sévit depuis des années. Au moins, le Bénin devient un pôle économique où il faut s'investir pour pouvoir atteindre ce marché autour du Bénin. Et donc, oui, quand on le fait comme ça, j'estime véritablement que c'est un coup à saluer parce que le gouvernement, ils sont partis du PIB du Bénin, de la croissance qui est de 7,5%. C'est des facteurs sur lesquels ils se sont basés pour dire oui, voilà. Et d'ailleurs, il faut dire, comme j'ai dit, ça a été initié en 2022. Et c'est la première fois qu'une telle rencontre s'organise en Afrique de l'Ouest. D'accord. C'est la première fois que ça s'organise en Afrique de l'Ouest. Et le Bénin qui abrite cet événement pour la première fois en Afrique de l'Ouest. Et donc, vous imaginez, c'est toute comment vous appelez, toute la considération pour le Bénin avec les efforts consentis sur le plan développement industriel, sur le plan d'un certain nombre de choses. Et puis quand vous voyez les investissements faits dans le domaine du tourisme, c'est un secteur que je connais très bien, ayant observé comment est-ce que ce gouvernement a fonctionné dans le développement du tourisme aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, ça a permis à révéler aussi le Bénin. On peut faire le débat autrement sur d'autres angles, d'autres sujets, mais au moins quand on parle du Bénin touristique aujourd'hui, l'avènement en tout cas des 26 biens culturels et après le Katakla qui est venu tout récemment aujourd'hui, les gens cherchent à savoir quel est ce pays-là. Et quand vous voyez la modernisation de la route des pêches, ce qui se passera à, comment vous appelez, à Doncor. Donc, au-delà de voilà, oui. Tout ce qui est annoncé, les gens ont les moyens d'investir, cherchent des endroits où investir. Et donc, cette manière de faire les choses, les gens ont envie d'aller investir dans le tourisme parce que c'est un secteur porteur d'avenir et en même temps un secteur porteur de devises pour tous les pays au monde. La France, à un moment donné, a plus de touristes que même le nombre d'habitants. Donc, je crois qu'il y a une année où il y avait 85 millions de touristes dans ce pays. Donc, vous voyez tout ça, quand vous voyez un peu comment est-ce que les afro-descendants veulent venir davantage ici, les gens veulent investir pour pouvoir avoir un retour sur investissement. Donc, au-delà de tout, je crois que cette réunion stratégique qui s'organise à Cotonou est une aubaine pour les entrepreneurs béninois, c'est une aubaine pour les acteurs politiques béninois. C'est le moment d'investir, de discuter avec les investisseurs et de voir des partenariats entre entreprises d'autres pays de la francophonie et entrepreneurs béninois. Ce serait pour le bonheur des citoyens. Ça va contribuer à la création d'emplois, ça va contribuer à la création de richesses, ça va contribuer davantage au développement de notre pays. Merci à vous, Laurent Roland Tonneikes. Merci. Omar Adéanjou. Tout le plaisir est pour moi. J'aimerais dire que moi, j'étais représenté là-bas, enfin, j'étais présent là-bas en tant qu'entreprise et c'est vraiment intéressant. Je vais vous dire, sur le plan même de la
comment on appelle, de la concurrence. Parce que les marchés sont là, sont concurrentiels. Comment est-ce qu'on fait pour se mettre au niveau des autres? C'est en écoutant ceux qui réussissent, c'est en écoutant ces grandes entreprises-là, en échangeant avec eux sur les stratégies qu'ils ont pu mettre en place, que nous aussi, on va se rapprocher. Nos entrepreneurs, donc, ont cette chance-là formidable. Je pense que c'est du 17 au 19. Il faut s'y mettre réellement, prendre les rendez-vous, aller au contact donc, des plus grands, échanger avec eux, connaître les réalités des marchés internationaux. Laurent en a parlé. Et puis, il y a une raison aussi pour y aller. C'est vraiment majestueux. L'endroit, c'est un endroit très joli. Ils ont réalisé à cet effet des entreprises également pour faciliter les contacts entre les entreprises. C'est important. Merci à vous pour tout ce que vous avez apporté sur ce plateau, Laurent Anthony Kess, merci à vous également.